Bah, écoutez, il est 35, Agnès. Je ne vais pas vous présenter quand même, parce que là, ce serait vraiment faire œuvre de forfanterie. Mais vraiment, merci d'avoir accepté d'intervenir au Café Nil. On a un sujet qui est un sujet pour une fois différent, parce que souvent, on s'occupe de questions techniques, on s'occupe de questions qui traitent de la santé publique, de la prise en charge des patients. Et là, on va avoir de votre part une approche politique, et en particulier, quand je lis la tribune que vous avez publiée avec Mélanie Héard dans le Monde, une approche politique qui est extrêmement intéressante, qui me fait penser quand même que différents romans et traités de sciences politiques ont déjà montré comment les choses pouvaient évoluer de manière extrêmement négative. On l'a vu dans d'autres périodes de l'histoire, et peut-être qu'on ne s'attendait pas à ça aussi de la part des États-Unis, mais votre éclairage nous est extrêmement précieux. Je vous laisse la parole, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier et merci surtout à tout le monde de s'être connecté ce matin. Donc Olivier, vous m'avez très gentiment proposé de venir vous parler du lien entre science et démocratie, qui était en fait l'objet de ma tribune dans Le Monde la semaine dernière, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je suis venue, je dirais, progressivement sur ce sujet en raison de mon expérience professionnelle. En fait, on peut être terrifié par ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, notamment sur les agences scientifiques. Et j'ai voulu essayer de comprendre s'il y avait un risque, en attaquant la science de cette façon-là, un risque pour nos démocraties. En fait, nous avons tous un sentiment diffus que de s'en prendre aux sciences, aux faits scientifiques et quelque part à la notion de vérité est une attaque pour les démocraties occidentales, et qu'il existe, à contrario, un lien fort entre populisme et complotisme. Mais quand on regarde de près la littérature sur ce sujet, cela reste beaucoup plus du domaine de l'intuition que du domaine de la démonstration. Et donc avec Mélanie Heard, qui a co-publié cette tribune avec moi et avec qui je travaille tous les jours, j'en parlerai tout à l'heure, dans la création d'un think tank dédié à ce sujet, eh bien, nous avons essayé de comprendre pourquoi ce sentiment diffus se retrouvait quelque part conforté si on s'intéressait de plus près au sujet. Alors, déjà, s'en prendre aux sciences, rejeter les faits, affirmer sans vergogne qu'on est entré dans une ère de post-vérité, ça sert à se dégager du réel. Et quand le réel ne compte plus dans une société, tout devient possible. L'arbitraire peut devenir la loi. Et donc on voit bien le lien entre la post-vérité et quelque part les démocraties libérales, voire les dictatures. Alors, je me suis intéressée à cette question au cours d'un cheminement professionnel, comme je vous l'ai dit, d'abord de médecin, où j'ai dû lutter, comme beaucoup d'entre vous ici qui sont médecins, contre la désinformation, la mauvaise compréhension des faits scientifiques. Et puis, surtout en tant que ministre, parce que en charge de la santé, vous le savez, j'ai mené un certain nombre de combats pour la science, notamment autour de la vaccination obligatoire, notamment autour du déremboursement de l'homéopathie. Et puis, évidemment, j'ai été assez bouleversée de ce qu'on a pu observer pendant la pandémie de Covid, et j'y reviendrai évidemment au cours de cette démonstration. Et donc, j'ai pu mesurer l'importance de la désinformation dans le domaine de la santé, et j'ai compris aussi que, au-delà de lutter contre la désinformation, la défense de la vérité scientifique est un enjeu sociétal qui, en fait, dépasse de loin le champ de la médecine. Et donc, je vais traiter aujourd'hui de ces deux questions en deux moments. D'abord, la désinformation scientifique et pourquoi le fait de protéger la science, c'est protéger la démocratie. Alors, d'abord, je commencerai donc par la désinformation en médecine. Et clairement, tous les rapports de la Miviludes, hein, vous savez, ce service qui sert à lutter contre les dérives sectaires, le note, la santé est un domaine particulièrement propice à la désinformation et donc progressivement aux dérives sectaires. Alors, d'où vient cette vulnérabilité ? Il y a déjà trois facteurs qui sont liés à la médecine elle-même. La première cause, je pense qu'elle est liée aux patients eux-mêmes. C'est un phénomène que j'appellerais d'ordre ontologique, c'est-à-dire ce qui est relatif au sens de l'être et à sa finitude.
Je donnerai un exemple. La peur de mourir que l'on ressent au moment de l'annonce d'une maladie fait en fait tomber de nombreuses barrières qui généralement nous protègent et qui sont de l'ordre de la rationalité. Donc cette émotion négative, de l'angoisse de l'annonce, d'un pronostic défavorable, l'incertitude aussi, sont des moments particulièrement difficiles à vivre, et l'angoisse d'être malade favorise la recherche de réponses sur les causes ou sur le pronostic, auquel souvent la médecine ne peut pas répondre. Et donc certains patients vont être en quête de sens face à ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, cette peur, cette sidération, ce moment de grande vulnérabilité au moment de l'annonce, vont faire que les malades vont porter attention à des discours de réassurance, voire à des discours pseudo-explicatifs sur les causes de leur maladie, ou à des discours qui vont donner du sens à leur épreuve. Et donc, ce besoin de certitude, de compréhension de ce qui arrive peut rentrer en conflit avec la confiance qu'on a dans son médecin ou dans les soignants, dans l'équipe soignante. Et c'est-à-dire la raison pour laquelle, dans le deuxième plan cancer, ou le premier plan cancer, je pense, il y a eu un intérêt porté particulier sur le moment de l'annonce du diagnostic, afin de renforcer le lien soignant-malade à ce moment très précis. Et donc, ce temps de l'annonce qui est réfléchi dans le cadre des plans cancer vise à instaurer la confiance et donc à éviter aux patients du fait de leur angoisse, du fait du choc, d'être en contact avec des charlatans qui s'engouffrent dans cette vulnérabilité. Alors ça explique très bien ce qu'on a ressenti à l'échelon populationnel au moment du Covid. On peut comprendre l'engouement que nous avons eu dans notre pays, qui angoissait par un virus inconnu, qui choquait par une annonce de confinement, s'est tout d'un coup senti totalement convaincu par une hydroxychloroquine miraculeuse et ont cru, ou ont eu envie de croire à un gourou qui nous apportait une solution simple et rassurante. Donc on voit bien que c'est vrai à l'échelon individuel et vrai à l'échelon populationnel. C'est une vulnérabilité particulière qui est spécifique à la médecine et à la maladie. La deuxième cause, elle est parfois liée aux médecins eux-mêmes. Et donc, c'est un phénomène d'ordre déontologique. La médecine, vous le savez, elle induit un rapport au patient profondément asymétrique entre le médecin et son patient, qu'on observe dans très peu de métiers. Et ce positionnement dissymétrique peut aboutir chez certains d'entre nous à ce qu'on appelle un biais de surpuissance. Ce biais amène à gagner en confiance dans ce qu'on est, dans ce qu'on apporte. Ça amène à douter de moins en moins dans son propre savoir et de moins en moins à remettre en question ses propres certitudes et de s'en fier à ses intuitions. Et donc, progressivement, il y a des médecins qui, par ce biais de surconfiance, peuvent croire en leur intuition, croire en leur génie et ne plus tenir compte des évolutions de la science ou se créer des découvertes parallèles. J'y reviendrai. Et donc, le problème, c'est que plus une carrière est réussie, plus ce biais de surpuissance se révèle puissant. Les plus grands désinformateurs, on l'a vu, ont pu se retrouver chez des gens très connus. Je pense par exemple au prix Nobel Luc Montagnier, chez de grands scientifiques, comme l'a été Didier Raoult à un moment, chez certains de nos collègues PUPH, je pense à Christian Perron sur la maladie de Lyme. Et donc, la reconnaissance par les pairs lors de cette carrière, lors de ces nominations, lors de ces prix à des postes de responsabilité, conforte le fait qu'on a eu raison puisqu'on a progressé dans sa carrière, et c'est donc un biais de confirmation qui fait qu'on s'enferme dans ses certitudes. Et en fait, c'est là où je pense qu'il faut insister sur l'aspect déontologique. Seule la déontologie peut et doit nous protéger par une remise en question permanente de notre façon de fonctionner face aux patients et face à notre savoir et à notre devoir de remettre en cause nos certitudes. Donc là, c'est vraiment un phénomène qu'on observe assez régulièrement en médecine avec, je dirais, des gourous qui apparaissent au fur et à mesure de leur carrière. La troisième raison de cette émergence de la désinformation dans le domaine médical est d'ordre épistémologique, parce qu'il existe une incompréhension dans la société de ce qu'est une démarche scientifique. Or, une démarche scientifique, elle progresse par hypothèses qui se confrontent et dont les résultats vont varier en fait
en fonction des méthodes qui vont employer. Et donc, vous allez avoir un débat d'experts qui existe lors de toute avancée scientifique pour permettre d'approcher la vérité. Mais on dit, et d'ailleurs c'est vraiment la théorie de Karl Popper, que cette vérité, cette connaissance scientifique, elle n'est connue que ex post, lorsque une hypothèse devient majoritaire et n'arrive plus à être réfutée par les pairs. Or, cette démarche progressive de débat, de confrontation d'hypothèses et de méthodes, elle prend du temps. Et ce débat scientifique, qui est un débat d'experts et de méthodes, n'est pas un débat démocratique entre des opinions divergentes, mais bien un débat d'interprétation de résultats sur des méthodes divergentes. Et donc, lorsque ce débat d'hypothèses n'est pas non encore consolidé, arrive dans la société ou arrive dans les médias, il est alors discuté par des personnes qui ne maîtrisent absolument pas ces outils de la démarche scientifique. Et donc, il devient un débat d'opinion qui est soumis à des interprétations. Et évidemment, c'est ce qu'on a vu pendant la période du Covid. On a pu entendre tout et n'importe quoi, évidemment, sur les virus, sur les vaccins. Et dans les médias, en plus, le problème que nous avons eu, c'est que dire qu'on ne sait pas n'est pas audible. Et donc, seuls des experts qui font état de certitude sont réinvités, et plus ils sont péremptoires, et plus ils sont écoutés. Et donc, tout cela a abouti à ce que l'OMS a appelé une épidémie de fausses informations. Ils ont appelé ça l'infodémie, qu'on a observée absolument partout dans le monde. Donc, on observe que la diffusion d'une méthode scientifique dans la société est une tâche complexe qui fait face à de nombreux défis, des défis dont on vient de parler. La médecine repose sur des concepts complexes qui sont en constante évolution. La plupart des gens ne maîtrisent pas les outils scientifiques nécessaires pour évaluer la qualité de l'information, sa robustesse. Et lorsque les connaissances sont en pleine évolution, l'incertitude peut créer un terrain propice à la diffusion d'idées fausses. Alors ensuite, il existe des raisons très conjoncturelles qui favorisent la désinformation médicale et qui sont liées vraiment à des phénomènes de société, et notamment nous vivons dans une société de défiance, notamment en France. C'est moins vrai dans les pays nordiques, mais en France, vous avez clairement une méfiance envers l'industrie pharmaceutique et, je dirais accessoirement, mais ça n'est pas accessoire en réalité, une défiance vis-à-vis des institutions qui sont censées nous protéger. Et ça, c'est lié à un certain nombre de scandales sanitaires. Donc, ça a commencé évidemment avec l'histoire du sang contaminé, mais il y a eu évidemment le tsunami de l'affaire Mediator. Aux États-Unis, on commence à le voir également pour la crise des opioïdes, et cela a renforcé progressivement la méfiance envers les autorités de santé et envers l'industrie pharmaceutique. Alors, il existe en parallèle de cette méfiance qu'on peut trouver légitime en réalité, des thèses bien répandues que ces industriels sont des lobbies qui tirent des ficelles auprès des instances dirigeantes et qui n'hésitent pas à nuire à la santé pour leur profit. Et on le voit en permanence dans toutes les théories conspirationnistes qu'on entend tous les jours. Et la ligne de crête est difficile, parce que l'industrie pharmaceutique est évidemment un lobby, et c'est légitime, quelque part, d'avoir une défense des intérêts industriels. Mais ça peut basculer rapidement dans l'opinion publique vers un lobby complotiste qui maîtrise et qui tient des ficelles que l'on ne voit pas. Et donc cette méfiance, elle favorise la croyance en des vérités cachées, et elle encourage évidemment la consommation de contenus conspirationnistes qui vont alimenter toutes ces thèses de vérité qu'on nous cache. Alors je vais vous donner un exemple très concret parce que c'est absolument extraordinaire de voir comment se construit en fait une théorie conspirationniste. Je vous donne l'exemple complet parce qu'il m'a touché de près et j'en subis encore les conséquences. C'est ce qu'on appelle vraiment la théorie du millefeuille. La théorie du millefeuille, c'est que vous prenez des faits qui sont réels, et vous créez des liens entre ces faits en essayant de construire une causalité entre des faits réels. Et donc, cette théorie du millefeuille, elle est très difficile
déconstruire, parce que vous dites, oui, les faits sont vrais, mais le lien que vous faites entre les faits n'existe pas. Alors, je vous donne un exemple parce qu'il est facile, et je le connais bien. Donc, c'est vraiment toute la théorie du virus fabriqué dans le P4 de Wuhan, que j'ai interdit l'hydroxychloroquine, etc. Donc oui, mon mari, qui a été PDG de l'INSERM à un moment, a effectivement bien accompagné le Premier ministre Bernard Cazeneuve en visite d'État en Chine, qui est allé inaugurer un laboratoire P4 à Wuhan, parce que ce laboratoire faisait l'objet d'une coopération franco-chinoise signée par le président Chirac en 2001, et donc mon mari est sur la photo. Donc oui, il a été à une inauguration. Oui, mon ministère, le ministère de la Santé, a bien interdit la vente d'hydroxychloroquine en vente libre dans les pharmacies, donc il fallait avoir une ordonnance parce que l'ANSES avait classé un certain nombre de médicaments dangereux pour la vente libre, et donc cette interdiction a bien été signée par le ministère en janvier 2020. Oui, mon mari, lorsqu'il était PDG de l'INSERM, a bien ordonné le retrait de l'INSERM de l'IHU de Marseille en 2017, d'ailleurs en parallèle du CNRS, en raison d'insuffisances multiples scientifiques qui avaient été notées par des conseils scientifiques et des insuffisances managériales qui avaient abouti à des articles 40 de dénonciation d'harcèlement. Bref, tous ces faits sont exacts. Et qu'est-ce que ça donne dans un discours conspirationnisme qui se tient et qui donne du sens? C'est que le professeur Lévy, mon mari, a empêché le grand professeur Didier Raoult de travailler comme il le souhaitait, financer ses recherches à l'IHU, a ensuite été créé le coronavirus avec l'armée chinoise dans un P4 à Wuhan, et sa femme, ministre en même temps, a empêché l'accès de l'hydroxychloroquine au même moment, alors soit pour faire mourir tout le monde, soit pour, et c'est encore mieux, enrichir l'industrie mondiale des vaccins. Et voilà comment on construit un discours complotiste très efficace. Et ce discours est toujours d'actualité. Si vous tapez mon nom sur Twitter aujourd'hui, vous voyez ce discours, et ça explique que j'ai encore aujourd'hui une protection policière. Alors voilà, ça c'est vraiment sur les lobbies, les discours conspirationnistes. Et puis il y a plus largement, et si on va au-delà de la médecine, au-delà des lobbies industriels, le complotisme se nourrit d'un sentiment très largement répandu, qui est la haine des élites. Et je n'y reviens pas parce qu'on sait que cette haine des élites alimente les extrêmes qui s'en complaisent à l'envi. Et c'est en cela d'ailleurs que le complotisme se retrouve beaucoup plus fréquemment répandu parmi les personnes qui adhèrent aux partis populistes situés aux extrémités de l'échiquier politique. Ces partis se construisent sur le rejet des élites qui nous gouvernent, sur des vérités cachées par ces mêmes élites, sur des lobbies, évidemment, par la défiance envers ce qui constituerait le système, et ils n'hésitent pas à fonder leur discours sur des vérités alternatives, à jouer sur le ressenti plutôt que sur les faits, et donc leur credo, et ce qui nourrit ces partis populistes, c'est l'émotion contre la raison. Et c'est ainsi qu'on trouve la majorité des climato-sceptiques à l'extrême droite, parmi les adhérents au RN notamment, qu'on retrouve les anti-vaccins à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a été soutenir les anti-vax en Guadeloupe et en Martinique. Et clairement, Didier Raoult a joué et abusé de ce côté anti-système, anti-élite, et on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné au moment de la pandémie. Donc vous voyez qu'au-delà des raisons quasi structurelles à la désinformation en médecine qui est liée à ce rapport médecin-malade, à cette angoisse de mort, il y a des raisons conjoncturelles, il y a des raisons sociétales qui visent à mettre en doute tout ce qui vient des institutions, des élites et des sachants. Mais nous avons dorénavant, en plus, des vecteurs très innovants et particulièrement efficaces, bien rodés, qui participent largement à la diffusion de cette désinformation. Et j'en viens évidemment au rôle des réseaux sociaux, au rôle des influenceurs. Donc, on l'a vu, les algorithmes des plateformes comme Facebook et YouTube, mais aussi de Twitter, favorisent des contenus sensationnalistes, les contenus qui vont créer des émotions, et plus ces émotions sont négatives, que ce soit la peur et la colère, plus cela va favoriser de l'engagement. Et ça, c'est vraiment démontré.
D'ailleurs, si on regarde, et c'est très intéressant de regarder comment fonctionne la mémoire et comment on imprime dans notre mémoire des faits, eh bien, la mémoire fonctionne avec l'émotion négative. Tout le monde se souvient absolument de ce qu'il faisait et où il était lors des attentats du 11 septembre. Ce moment d'effarement, d'effroi qui nous a saisis fait que nous avons tous absolument intégrer l'endroit où on était et ce que l'on faisait. Alors qu'au contraire, des émotions positives engagent beaucoup moins et permettent beaucoup moins de fixer la mémoire. Et dans ces réseaux d'influenceurs, en fait, vous avez des figures publiques, y compris des médecins très médiatisés, qui vont propager des informations erronées en jouant de leur popularité. Et plus on arrive à s'identifier à quelqu'un, notamment sur le caractère anti-système, plus cela fonctionne bien. Alors tout ce qui est vrai là pour la médecine peut être décliné dans d'autres secteurs. C'est également vrai pour l'agroalimentaire. On peut revenir sur le débat sur l'aspartame, qui est très intéressant, où évidemment dire que l'aspartame est un cancérogène possible est lié à un niveau de preuve de certaines études, mais on voit comment ça a été utilisé dans le débat public. C'est vrai aussi sur l'environnement, sur le climat. Et il existe derrière tout ça des intérêts financiers non négligeables qui n'hésitent pas à dénoncer le poids des lobbies, mais en fait pour en promouvoir d'autres, parce qu'on voit dans la médecine l'intérêt financier qu'il y a derrière les médecines alternatives, derrière le charlatanisme. Il y a un marché très lucratif de médecine alternative qui vont pousser certains à promouvoir des solutions inefficaces. La naturopathie, l'homéopathie, le jeûne, les crudivoristes, etc., en jouant sur la peur des traitements conventionnels qui seraient en fait promus par une industrie pharmaceutique avide. Donc, en fait, si on regarde au-delà de ça, certains ont travaillé évidemment sur ces sujets. Il y a des chercheurs en sciences cognitives qui ont conforté toutes ces hypothèses. Et donc, Mélanie Heard, qui est aujourd'hui connectée avec moi, a retrouvé dans la littérature scientifique ce qui, en fait, corrobore complètement toute cette démonstration. C'est notamment Eddie Larson dans le Vaccine Confidence Project. Elle travaille à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et elle a identifié les facteurs expliquant la vulnérabilité accrue aux fausses informations en matière de santé après la pandémie de Covid. Eh bien, il y a le manque de confiance dans les institutions et vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, dans les médias, qui rend cette défiance qui rend le public défiant, plus réceptif aux informations non aux informations non officielles. Vous avez la propagation rapide de la désinformation via les plateformes, avec des rumeurs qui atteignent énormément de monde en très peu de temps. Vous avez la complexité et l'incertitude scientifique avec une évolution des informations que le public ne comprend pas. Donc si on ne l'a pas dit avant, ce n'est pas qu'on ne savait pas, c'est qu'on a menti. Ben non, en fait, c'est qu'on ne savait pas, mais les gens interprètent cela comme on a caché quelque chose que l'on savait. Et puis des facteurs socio-culturels, évidemment, qui existent, des croyances culturelles, religieuses ou personnelles qui peuvent influencer la perception des informations en santé, rendant certaines communautés beaucoup plus vulnérables aux fausses nouvelles. Un autre chercheur, David Rand, et c'est très intéressant d'ailleurs, qui est spécialiste des sciences cognitives au MIT, s'est interrogé sur les leviers d'action. Et là, ça nous concerne tous. Comment agir, en fait? On a bien décrypté le phénomène, mais quels sont nos leviers? Alors, il a publié une série de 3 articles de recherche menés par des équipes de psychologues sociaux et des cognitivistes. Et ces articles, qui ont été publiés respectivement en 2018 et 2019, étudient le lien entre le fonctionnement de la pensée humaine et la croyance aux fake news. Et ils identifient 2 mécanismes cognitifs qui peuvent impacter différemment la croyance aux fake news. La première, c'est la pensée analytique qui conduit au scepticisme face aux fake news, et la pensée intuitive associée à davantage de crédulité. Le premier article montre que notre crédulité s'accroît au fur et à mesure que nous sommes exposés à des fake news, quand bien même des mises en garde seraient mises en place pour nous avertir explicitement du risque d'exposition à ces mêmes fake news. Le second article analyse l'influence du raisonnement intuitif sur notre crédulité. Et cet article confirme le rôle de l'intuition dans nos croyances aux fake news, parce qu'en réalité, souvent,
la science est contre-intuitive. Donc quand on fait plus confiance dans son intuition et son émotion, on est plus sensible évidemment aux fausses informations. Et c'est en cela que l'éducation à la démarche scientifique a un sens, parce qu'elle permet justement de comprendre que la science est souvent contre-intuitive. Et donc la question qu'il adresse, c'est: les patients qui versent dans les fake news sont-ils des militants de l'obscurantisme ou bien des victimes de leur paresse cognitive? Et la réponse conditionne en fait la nature de l'action publique à mettre en place. Et les travaux de Rand conduisent à privilégier l'hypothèse de la paresse cognitive. Et donc conseille de cibler en tout premier lieu l'exposition aux fake news, et donc de réduire ce niveau d'exposition. Donc une action publique efficace, elle doit se concentrer, un, sur la régulation des réseaux sociaux, et deux, sur la régulation des professionnels des thérapies alternatives et de tous ceux qui produisent ces fausses informations. Alors on comprend aujourd'hui ce qui menace les États-Unis, parce que les États-Unis, qui prônent une forme de liberté absolue de ce que l'on publie sur les réseaux sociaux contre toute régulation, ne va pas nous aider, puisque les États-Unis, en fait, n'auront plus ce levier d'action de l'action publique. Et donc, c'est face à cette menace que nous avons identifiée avec Mélanie, mais on a commencé à y travailler bien avant que le président Trump soit élu, en fait. Mais nous avons identifié qu'il y a une menace vis-à-vis de la vérité scientifique, et on a voulu s'engager. Et donc, j'ai décidé, il y a à peu près 8-9 mois, de créer un think tank. Et donc Mélanie Heard m'accompagne sur cette création de think tank. Elle va en être la déléguée générale. Et nous souhaitons réunir dans ce think tank tous ceux qui défendent la place de la science dans la société. Et on pense qu'il y a trop aujourd'hui d'organismes ou de gens qui travaillent en silo, soit pour lutter contre les fake news dans les médias, soit pour promouvoir l'esprit critique, soit pour favoriser l'éducation à la science, etc. Et il nous semble que lutter contre les fake news n'est qu'une partie du travail, parce qu'il faut repenser les conditions d'une action publique efficace de la défense des sciences dans la société. Et donc, on va travailler sur 4 axes. Évidemment, le premier axe qui va être la diffusion d'une démarche scientifique dans les écoles, dans les formations universitaires, dans les médias, pour comprendre en fait comment se construit une vérité scientifique par cette confrontation d'hypothèses et de méthodes. On va travailler sur la question de la science et de la jeunesse, parce qu'il faut que la science inspire la jeunesse, et il faut réhabiliter les carrières scientifiques et techniques chez les jeunes, et notamment chez les filles, qui s'en sont éloignées ces 20 dernières années. On va travailler sur la notion de science et de démocratie, et j'y reviendrai puisque c'est la fin de mon propos, pour que nos décideurs s'engagent à respecter les données de la science dans les choix de politique publique. Et puis, on va s'intéresser à la science qui est en fait le levier principal de la croissance européenne, et donc comment promouvoir le rapport Draghi, le rapport L'État, et de rappeler aujourd'hui que investir dans la science, dans la technologie, c'est notre assurance-vie de l'avenir. C'est l'assurance-vie de la croissance européenne, c'est l'assurance-vie de la souveraineté européenne, et que si on désinvestit dans la science, et quand je vois qu'on a supprimé 900 millions d'euros de finances publiques dans le projet de loi de budget cette année, eh bien, en fait, on désinvestit dans cette assurance-vie pour l'avenir. Et je dis assez régulièrement que nous acceptons que la France devienne un grand parc d'attractions pour touristes chinois. On va promouvoir notre culture, notre savoir-faire agricole, mais on risque malheureusement de perdre notre place dans la course internationale. Alors, il me semble que ces défis, que l'ensemble de ces défis est un enjeu central pour les démocraties françaises, européennes, et il existe une forme de filiation entre une démarche scientifique et une démarche démocratique. Et c'est là où je pense que on a voulu vraiment pointer du doigt le fait que s'intéresser à la démarche scientifique, c'était aussi s'intéresser à la démocratie, parce qu'on a identifié un certain nombre de principes fondamentaux qui sont partagés entre science et démocratie. D'abord, il y a la recherche de la vérité et du bien commun.
La science vise à comprendre le monde de manière rationnelle, à l'objectiver à travers l'observation, l'expérimentation, l'analyse critique. De la même façon, la démocratie repose sur un débat éclairé et la prise de décision collective fondée sur des faits et sur des arguments rationnels. Arguments qui en plus devraient se confronter sans s'affronter. Le deuxième principe fondamental, c'est l'esprit critique et la délibération. La science repose donc sur une confrontation d'hypothèses, la remise en question permanente des résultats par la communauté scientifique qui va progresser. De la même façon, la démocratie, elle doit encourager un débat public, la confrontation d'idées, la participation citoyenne pour aboutir à des décisions qui sont légitimes et équilibrées, qui prennent en compte en fait la totalité de ces idées. Troisième principe fondamental, la transparence et la méthode. La démarche scientifique, elle exige des méthodes qui sont accessibles, qui sont transparentes, qui sont publiées, qui sont en open access. Elle nécessite la reproductibilité des expériences et la diffusion ouverte des résultats pour assurer la fiabilité des connaissances. De la même façon, la démocratie, elle doit reposer sur une transparence des institutions, l'accès libre à l'information, le contrôle citoyen de cette information et de cette transparence. Quatrième principe partagé, la confiance. La science combat les croyances infondées et les biais cognitifs en s'appuyant sur des preuves et des méthodologies rigoureuses. La démocratie, de la même façon, requiert une information fiable, un électorat informé pour éviter la manipulation fondée sur des émotions et donc sur des dérives populistes, voire autoritaires. Enfin, dernier principe partagé, l'adaptabilité pour progresser. La science, elle évolue en fonction des nouvelles découvertes, elle rectifie ses erreurs. La démocratie, de la même façon, elle doit s'adapter aux évolutions sociétales en réformant ses institutions et en intégrant de nouvelles idées. C'est pour ça que nous avons toujours besoin de nouvelles lois et d'adaptabilité de notre structure législative. Donc, je pense vraiment profondément que science et démocratie s'alimentent des mêmes principes fondamentaux et sont en fait des idées totalement complémentaires. Une démocratie saine, elle repose sur une population éduquée, informée, capable de prendre des décisions sur la base de connaissances rigoureuses, scientifiquement prouvées, alors que la science, elle, à l'inverse, je dirais, elle se nourrit d'un cadre démocratique libre qui permet de penser librement pour prospérer, pour progresser sans censure et sans pression idéologique. Une démocratie, disait le philosophe américain John Dewey, ce n'est finalement rien d'autre qu'une communauté compétente pour traiter elle-même ses problèmes en appliquant les méthodes de la science. Donc, il a publié ça dans Democracy and Education en 1916. Et donc, par conséquent, une menace pour la science est toujours simultanément une menace pour la démocratie et réciproquement. Science et démocratie dépendent pareillement de la promotion d'esprit critique éclairé, de la discussion ouverte sans tabou dans toute la société. Elles partagent une seule et même méthode, l'enquête rationnelle, à partir d'un accès libre et égal de tous aux faits et aux arguments. Les étapes essentielles de la décision démocratique, aussi bien que de la vie scientifique, sont les mêmes. Identifier ce qui fait problème, confronter des hypothèses lors de débats informés, agir sur la base de conclusions provisoires, puis évaluer les résultats pour s'adapter. Et en fait, il faut comprendre que la démocratie ne consiste pas seulement à compter nos voix lors d'un vote. Elle repose plus fondamentalement sur une délibération correctement informée et ouverte à tous. À l'inverse, le populisme et l'obscurantisme en appellent aux émotions, s'allie pour trahir les faits, radicalise le débat et façonne ainsi des opinions conformes a priori à des idées préfabriquées qui font fi de la réalité, d'où la vérité, la post-vérité, et qui font fi de la complexité du monde. On apporte des réponses simplistes à des problèmes simplifiés.
Ainsi, je dirais pour finir, hein, les mantras conspirationnistes que diffusent Trump et l'ensemble de ses équipes aujourd'hui dans le secteur non seulement de la santé, mais également de l'environnement, nient la capacité de la science à inspirer le bien commun. Au-delà, ils justifient l'autoritarisme, la stagnation sociale ou l'injustice, mais aussi le déni des défis de ce siècle, au premier rang desquels le changement climatique et son cortège d'enjeux évidemment pour la santé, les équilibres géopolitiques, l'accès à l'énergie et in fine la justice sociale. Et je terminerai donc mon propos par citer une phrase de Zola qui me semble toujours d'actualité. Zola a écrit « Je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison par la science ». Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup de votre invitation. Merci Agnès, c'était passionnant. C'était passionnant. Je crois qu'on va avoir beaucoup de questions. Votre projet de think tank d'ailleurs est tout à fait passionnant et va dans ce sens. Alors moi j'avais une première question avant de passer la parole à Jean-François Thébault. Bon, en France, on peut considérer que le système démocratique n'est pas un système anti-science, on va dire, et en Europe en règle générale, c'est-à-dire que on a rarement vu des politiques prendre des positions anti-scientifiques, barrer une académie ou des choses comme ça. Là, la problématique des US à l'heure actuelle, c'est que c'est un système d'État. C'est-à-dire que la volonté de Donald Trump, Elon Musk et de Kennedy Jr., c'est mettre de la désinformation partout. C'est-à-dire que le principe même de l'action du politique aux États-Unis, c'est d'être un moteur de création de ces fake news, de ces messages, de ces complotismes et tout ça. Comment on fait dans ce cas-là, quand on est une démocratie de qualité comme celle que l'on trouve encore en Europe, pour se débattre et se défendre contre cette quantité absolument colossale de moyens qui sont qui sont mis à disposition de tous ces complotismes. Alors, c'est une question horriblement difficile. En fait, c'est la question fondamentale qui nous est posée aujourd'hui, c'est-à-dire comment on résiste. Comment on résiste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons effectivement une science totalement libre en Europe. Elle va l'être beaucoup moins aux États-Unis. Hein. Il va y avoir une mainmise sur les thématiques de recherche au NIH, mais dans toutes les agences américaines. Hein. Il va y avoir des interdictions de travailler sur un certain nombre de sujets. Et c'est ce que je disais quand avant que nous commencions à tous nous connecter. Il y a par exemple aujourd'hui au CDC d'Atlanta des pages entières qui sont relatives à la santé sexuelle et reproductive qui ont disparu du site internet. On n'y accède plus. Donc il y a la volonté de masquer des informations, de réorienter les recherches ou de supprimer des axes de recherche. Donc comment nous résistons d'abord en identifiant c'est aussi l'objet du propos, en identifiant que ça n'est pas juste une attaque contre la science, c'est profondément, en fait, une façon de mettre la mainmise sur la démocratie. C'est une dérive autoritaire, c'est une dérive populiste, et je ne sais pas où ça va mener les USA. Le titre de ma tribune était « La démocratie américaine peut-elle vivre sans science ?» Je n'ai pas la réponse, en fait. Je la subodore, mais je pense que, en fait, nier la science et nier cette liberté de la recherche amène à des dérives plus qu'autoritaires. Elle peut amener au totalitarisme. Et le pire du pire, c'est que progressivement, en fait, dans les dictatures, vous avez des sciences alternatives qui se construisent. Je parlerai du nazisme. Les nazistes n'étaient pas anti-science, ils ont créé leur propre science, la science des races. Et eux, ils ont trouvé une rationalité à leur action non démocratique ou totalitaire, voire génocidaire. C'est la science des races. Ils l'ont absolument créée ex nihilo, alors que tous les arguments scientifiques, évidemment, et génétiques montrent qu'il n'y a pas de race, que ça n'existe pas en réalité. Donc, c'est un enjeu d'abord d'identifier qu'il y a un sujet, d'identifier le lien entre
l'attaque contre la science et l'attaque contre la démocratie, c'est vraiment ce que je cherche à pointer, parce que c'est pas si clair en fait. C'est pas toujours lié quand je dis, mais vous savez, le populisme se nourrit de l'obscurantisme et la démocratie de la science. Instinctivement, nous le ressentons, mais nous ne savons pas le décrire. Donc, je crois que c'est très important d'essayer de comprendre les leviers, d'identifier évidemment les mécanismes sous-jacents, donc la haine des élites, la remise en cause du système, etc., pour pouvoir agir. Et donc, c'est l'objet du think tank, c'est vraiment de créer une sorte de prise de conscience au niveau européen que d'abord nous allons avoir un tsunami de fausses informations qui va nous arriver des États-Unis, mais que nous ne sommes pas à l'abri avec nos partis populistes. Je vais vous donner un exemple. Juste avant les élections législatives, j'ai participé à un débat sur France Inter, dans lequel il y avait Laurence Toubiana, vous savez, qui préside la Fondation pour le climat, hein, qui était à l'origine de la COP, et Gérald Bronner. Et dans ce débat, nous avons en fait identifié très bien que seuls les partis extrémistes, aujourd'hui Rassemblement national et LFI, étaient capables de promouvoir des idées conspirationnistes dans leur rang. Et c'est assumé. Anti-vax, anti-climat. Donc, en réalité, on était tous d'accord. Et donc, si nous avons un parti comme ça au pouvoir, nous ne sommes pas à l'abri d'une désinformation massive. Le lien entre la défense de Raoult, encore aujourd'hui, alors, pas Marine Le Pen elle-même, mais par un certain nombre d'élus des Rennes, etc., n'est pas neutre. Donc, on est à l'abri de rien. Aucune démocratie européenne aujourd'hui n'est à l'abri. Le commissaire européen à la santé, on n'a pas très bien regardé, mais c'est un Hongrois, très proche de Viktor Orban, initialement anti-vax. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver ses propos, etc., mais je ne pense pas qu'on soit en sécurité, même à l'échelon européen aujourd'hui. Oui, je partage votre constat et il est alarmant parce que c'est vrai que voir les États-Unis, qu'on a toujours considéré comme le pays de la liberté, basculer dans le camp des populistes et des, on va dire, des potentielles dictatures à terme, si ça dure trop longtemps, voir également l'imprégnation des masses populaires aux États-Unis, quand on voit ce qui s'est passé pendant la campagne électorale et tout ça, on a quand même une imprégnation par l'ignorance qui est quelque chose de fascinant. Peut-être qu'on regarde un peu trop la poutre qu'on a enfin, la paille qui est dans l'œil de l'autre et pas la poutre qu'on a dans le nôtre. Mais on a l'impression quand même d'avoir un peuple, quand ils prennent la parole, dans les reportages qu'on nous a montrés, c'est des gens qui étaient totalement en dehors du rationnel, totalement acculturés sur plein de sujets, et ça fait vraiment peur. La relation entre l'éducation nationale, la science et la démocratie, ça me semble être quelque chose sur lequel il faut qu'on mise de manière extrêmement forte. Je pense qu'il faut vraiment acculturer les gens aujourd'hui à ce qu'est une démarche scientifique, comment elle se construit, et comprendre que la confrontation des hypothèses, c'est sain, c'est de la rationalité. Aujourd'hui, je pense que nous avons une éducation trop descendante. C'est-à-dire qu'on alors, je ne vais pas dire on bourre le crâne, mais enfin, on a une éducation où on apprend aux enfants les faits. Et je pense que c'est la limite de la vulgarisation scientifique. C'est très bien la vulgarisation scientifique, mais ça vous apporte un fait scientifique connu, mais ça ne vous explique pas comment tout cela se construit. Et c'est en comprenant comment tout cela se construit qu'on est capable, en fait, de savoir ce qu'est un raisonnement rationnel, d'identifier les biais. Et des biais, il y en a partout dans notre société. Quand on voit comment les chiffres sont déformés tout le temps, on fait dire n'importe quoi à n'importe quel chiffre sans expliquer quels sont les biais de méthodologie derrière les sondages, etc. Or, c'est cette éducation-là qui est importante pour un peuple éduqué. C'est pas juste de connaître les faits. C'est bien au-delà pour moi. Vraiment, je pense qu'il y a un virage à 180 degrés à faire dans l'éducation de nos enfants autour de la formation à l'esprit critique qui passe en fait parce qu'il y a une démarche scientifique. Alors, on va passer aux questions maintenant. Jean-François, tu peux mettre ta caméra. Voilà, merci beaucoup Olivier de me donner la parole. Je me fais penser à, comment il s'appelait, Charles Delcourt, qui était toujours dans les cafés Nil à poser la première question.
Merci beaucoup Agnès pour cette présentation dont je partage l'intégralité. Émotion contre démocratie, biais cognitif, post-vérité, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Je voulais te poser une question simple. Oui, une réflexion. J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi on peut faire des théories ésotériques par rapport à la vérité, parce que la vie, l'univers, la biologie, c'est tellement merveilleux et fantastique que j'ai toujours du mal qu'on aille chercher des idées simplistes ailleurs alors qu'il y a un truc fantastique. Enfin, ça, c'est réflexion personnelle. Non, une simple question. Il y a une réponse à ça. Eh Si ben, tu permets que je la donne déjà, Jean-François, mais la réponse est très claire. La science n'apporte pas le sens. Les gens sont en quête de sens. La science, elle décrit le réel. Elle ne donne pas les clés du bonheur, les clés elle décrit. Et c'est violent, en fait. La finitude est violente, et tout ça est difficile à accepter. Et donc, tout ce qui peut apporter du sens, une causalité qui n'existe pas dans la science, elle rassure. Aujourd'hui, les humains ont besoin, en fait, de réponses à des questions. Voilà. Tu parles d'ésotérisme, hein, c'est vraiment ça. dont acte, hein, mais c'est plutôt, dans mon sens, le boulot des religions. Mais enfin, non, la question que je voulais te poser, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. C'est la liberté d'expression. Et comment peut-on, dans une démocratie comme les nôtres en Europe, lutter notamment contre les médias et les réseaux sociaux sans pour autant faire de la censure? C'est un débat qu'on a très souvent entre nous. Il y a plusieurs personnes ici présentes avec lesquelles on discute, notamment Vincent Olivier, sur ce sujet. Comment faire pour quelle autorité pourra dire bah, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça on peut le dire, ça on peut pas le dire. C'est une question qui paraît extrêmement délicate au-delà de l'éducation, notamment des enfants, etc., au-delà de la formation. Comment faire pour que ce ne soit pas un régime de censure? Tu as bien dit, et la démocratie, c'est le vote, pas seulement, mais c'est le vote. Mais quand le vote met Hitler au pouvoir, c'est aussi. Alors j'ai une grande confiance dans la démocratie américaine. Je pense que les gens sont sidérés, les démocrates sont sidérés, qui vont réagir. Parce que la démocratie américaine, l'économie américaine s'est construite sur la science, et elle ne peut pas la réfuter parce qu'elle réfuterait son succès. Mais ça, c'est mon optimiste naturel. Alors, c'est une excellente question. Moi, je ne prône pas la censure. Moi, je pense qu'à partir du moment où on commence à censurer, en réalité, on met le doigt dans un engrenage, on ne sait pas où s'arrête le curseur. Donc, en fait, je ne suis pas choquée par le premier amendement de la liberté d'expression. Par contre, il faut des contre-pouvoirs forts. Et c'est là où le bas blesse. En réalité, c'est la faiblesse de nos institutions. Je vais vous donner un exemple. Je pense que Vincent Olivier, qui est connecté, est l'auteur d'un blog que j'avais repéré pendant le Covid et qui m'avait absolument, qui m'avait fasciné parce que je trouvais que c'était le premier à le dire. Nous avons eu au moment de l'hydroxychloroquine comment dirais-je, nous avons eu un engouement fondé sur une étude sur 26 malades. Pour une pathologie qui tue 1% des gens, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que statistiquement, évidemment, ça n'a absolument aucun impact, on ne peut rien en conclure, évidemment. Il aurait été simple que les académies de médecine, de pharmacie, de sciences, la HAS, l'INSERM, le Haut Conseil de santé publique, je cite comme ça au hasard, prennent la parole dans un communiqué commun en disant cette étude n'a pas de valeur, nous ne pouvons pas fonder la moindre hypothèse de résultat sur une étude comme ça, il faut faire un essai clinique randomisé, etc. etc. Personne n'a parlé. Il n'y a pas eu un communiqué de presse de nos institutions publiques. C'est lamentable, en fait. Moi, j'étais folle, j'étais dans mon salon, j'étais attaquée de toutes parts, je ne pouvais pas prendre la parole. On pensait que j'avais fait le Covid et que j'étais responsable de tout. Mais
sincèrement, on n'a pas eu les institutions à la hauteur de l'enjeu. Pareil, quand on dit que les vaccins donnent le cancer, je l'ai dit plusieurs fois à l'INCa, à Norbert Ifra, vous devez faire des communiqués de presse, l'INCa doit prendre la parole, ça suffit de raconter n'importe quoi. Là, on est sur l'aspartame. Enfin, il y a un moment où, si les institutions que nous avons ne nous protègent pas et ne contre-attaquent pas, nous sommes démunis. Elles sont là pour ça, en fait. Donc, il y a un problème de courage. Alors, je comprends, hein, c'était violent de s'attaquer à Raoult en mars 2020. On prenait des flopées de menaces de mort, ok, mais enfin, elles sont là pour ça. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que les contre-pouvoirs sont très importants dans une démocratie et qu'il faut les renforcer. Après, il y a un deuxième argument sur le premier amendement, et Mélanie l'a repéré très très vite, c'est qu'en réalité, Trump lui-même viole le premier amendement en interdisant un certain nombre de thématiques d'être sur la place publique. Quand le site du CDC d'Atlanta est interdit de publier sur la santé sexuelle et que quand vous tapez avortement, vous allez sur la page adoption, c'est pas de la liberté d'expression, si vous voulez. Donc voilà, c'est intéressant aussi à noter. Merci. Merci beaucoup Agnès. Jean-Paul. Oui, merci beaucoup Agnès pour ce regard et cette vision des choses. Alors d'abord, un témoignage et une interrogation que je voulais apporter. Le témoignage, c'est que j'ai vécu Covid, bien sûr, en tant que président du premier syndicat médical. J'étais souvent invité sur les plateaux télé où j'ai essayé de porter une parole basée sur ce qu'on savait à l'époque, c'est-à-dire en fait pas grand-chose, en expliquant avec humilité combien il nous fallait rester humble devant ce manque de certitude scientifique, en expliquant que effectivement la science était basée sur un débat qui avait envahi les plateaux télé, ce qui était incompréhensible pour le commun des mortels qui avait besoin au contraire de certitude. Et force est de constater, alors vous avez parlé des réseaux sociaux, mais force est de constater que les journalistes et les chaînes de télé sont dans la même logique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une parole mesurée fait pas de l'audience. C'est pas vendeur. Et on préfère avoir quelqu'un qui va affirmer des certitudes sans aucune preuve. Alors ça, c'est un premier problème. Bien sûr, la liberté d'expression, mais aussi le jeu de l'information et de l'audience. Le deuxième, la question que je voulais vous poser, c'est celui de la formation et de l'école. Vous venez d'en parler, mais vous n'en avez pas beaucoup parlé au début. Et je pense qu'on a un vrai problème aujourd'hui en France sur la perte de qualité, y compris de la formation scientifique. Et on le voit dans les classements internationaux aussi triviaux que les classements sur les niveaux de mathématiques de nos enfants, sur la formation scientifique à l'école. Et est-ce que finalement, asseoir notre démocratie ne passe pas aussi par un effort considérable sur la formation? Et une dernière remarque, ne sommes-nous pas un peu victimes du recul alors on peut en discuter, mais enfin du recul des croyances et des religions dans nos sociétés? Oui, bien sûr. Alors, c'est très intéressant. Merci Jean-Paul. Et effectivement, je sais que vous avez porté une parole mesurée dans les médias pendant le Covid, je vous ai observé. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que plus les gens étaient péremptoires, agressifs, etc., plus ils étaient réinvités. Donc les médias ont besoin d'un modèle qui repose sur le buzz, et ça nuit évidemment. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que tout le monde était confiné à regarder la télé 24 heures sur 24. Donc voilà, l'amplification par les médias mainstream a été aussi forte que l'amplification des fake news sur les réseaux sociaux. Alors, sur la qualité de l'information scientifique, oui, et c'est une des thématiques du think tank. Nous pensons aujourd'hui, notamment dans la sphère publique, dans la haute fonction publique, qu'il y a de moins en moins de gens formés à la démarche scientifique, d'ingénieurs,
enfin moi j'enseigne à Sciences Po, je vois qu'il y a zéro formation à Sciences Po sur les statistiques de base. Comment vous voulez interpréter des chiffres, des biais, etc., si vous ne connaissez rien de la méthode qui permet de raisonner sur des chiffres? Donc il y a un sujet, pareil à l'ENA, et donc on a un problème aussi d'élite dirigeante qui s'est éloignée progressivement de la démarche scientifique, et c'est un des enjeux du think tank, hein, vraiment d'essayer de recréer un lien entre les formations à la gestion publique et les formations scientifiques. Il n'y a plus un scientifique quasiment à l'Assemblée et au Sénat. Il y a quelques médecins, mais tous les médecins ne sont pas des grands scientifiques, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, voilà. Et par ailleurs, sur le fait que nous sommes victimes du recul des croyances et de la religion, en fait. Hein, oui, bah oui, c'est ce que je dis. La science, elle apporte des réponses froides, dénuées de sens. Et donc, les gens vont chercher du sens ailleurs. Or, il faut accepter cette dureté. La science, elle décrit le réel. Elle ne donne pas un sens à la vie. Et donc, évidemment, cet obscurantisme, ce retour de l'obscurantisme, il est aussi lié à ça. Alors, François. Merci beaucoup, Agnès. C'était comme toujours extrêmement clair. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire en réponse à Jean-François sur la réaction des autorités. On aurait pu avoir, dans certains cas, une coalition d'autorités pour une réponse forte. Je suis tout à fait d'accord. Mon point était peut-être lié aussi à ce que disait Olivier. Et merci encore, Olivier, pour ce beau Café Nil que tu nous organises. Quand Olivier disait que l'Europe était moins sujette à ce type de fake news, je ne suis pas si sûr. Et la question que j'avais pour toi, ma chère Agnès, c'était peut-être un peu perverse parce que toi, tu as pris des décisions fortes, tu les as rappelées, arrêter le remboursement de l'homéopathie et rendre obligatoire ou quasiment obligatoire pour les nourrissons la vaccination. Et en tant qu'ancien pédiatre, bien sûr, ça m'a touché. Mais certaines décisions de ces démocraties peuvent parfois entretenir les fake news. Quand on a pris la décision de rembourser l'homéopathie sans aucune base scientifique, c'était peut-être pour des raisons justement de prise en compte d'une attente du public. Quand on prend la décision de remboursement partiel de certains vaccins ou de certaines protections contre certaines infections respiratoires, si on prend l'exemple, par exemple, si on prend l'exemple du protection du VRS, on entretient le fait que peut-être ce n'est pas si bon que ça. Et est-ce qu'il n'y a pas, en fait, on ne doit pas avoir parfois, on ne devrait pas avoir des décisions plus claires et nettes, plus basées sur la science, en y allant complètement avec courage? Alors, oui, ben merci François de pointer en fait cette difficulté d'allier la politique avec la science. C'est vraiment, enfin, c'était aussi mon combat quand je suis arrivée comme ministre, parce que j'avais observé énormément de décisions politiques lorsque je dirigeais un certain nombre d'agences sanitaires qui n'était pas fondée sur les faits, mais sur l'émotion. Et ça m'avait rendu folle. Je pourrais donner des exemples, mais vraiment. Et donc, je me suis dit, comment on allie justement la rationalité scientifique avec la politique? C'est très compliqué. Parce que la politique, il faut plaire à un électorat. Et comme la science est contre-intuitive, bah, souvent, les décisions ne plaisent pas. Alors, sur le remboursement de l'homéopathie, c'est Georgina Dufoy qui avait pris la décision. C'était pas tant pour plaire, je crois qu'elle y croyait profondément. Donc, elle, c'était une convaincue de l'homéopathie. Donc, un remboursement, c'est le seul médicament, entre guillemets, un médicament en tous les cas, produit de santé aussi entre guillemets, qui a été remboursé dans le panier de soins de la sécurité sociale, qui n'avait pas été évalué par la commission de la transparence de la HS. Le seul. Décision de ministre. Bon, voilà. Donc il a fallu lutter contre ça. Et c'est marrant, il y a très peu de pays, enfin il n'y a qu'un seul pays qui rembourse l'homéopathie aujourd'hui dans le monde, c'est la Suisse. Et la Suisse, parce que ça a fait l'objet d'une votation. Ils ont demandé s'il fallait garder l'homéopathie dans le panier de soins. Et comme les Suisses aiment beaucoup l'homéopathie et qu'ils ont beaucoup de labos homéopathiques en Suisse, eh bien, en fait, les Suisses ont voté oui. Donc, c'est un vote populaire. Voilà, ça n'a rien de scientifique, évidemment. Sur le vaccin Beyfortus, pareil, je pense que les autorités devraient
plus clairement dire le bénéfice sociétal qu'il y a aujourd'hui à éviter des épidémies de VRS pour nos hôpitaux, à l'évidence. Donc, mais c'est là où il faut être convaincu soi-même, en fait. Sincèrement, je pense que si je n'avais pas été médecin, immunologiste de surcroît, avec un doctorat d'immuno, je ne sais pas comment j'aurais pu défendre la vaccination obligatoire à l'Assemblée. J'avais toute l'Assemblée contre moi, y compris dans La République En Marche à l'époque. Il y avait de nombreuses personnes qui disaient « t'es folle en fait, on va avoir contre nous tout notre électorat, sur les marchés tout le monde nous attaque, etc. » Donc il a fallu je ne sais pas combien de négociations, d'heures de débats à l'Assemblée pour faire passer cette mesure. Donc il faut une conviction chevillée au corps, il faut la volonté aussi de ne pas plaire, il faut oser de ne pas plaire, mais voilà, moi je pense que si la politique c'est simplement de faire plaisir au public, et je pense qu'on est mort en fait. C'est du populisme. Pardon, c'est ? Dans ce cas-là, c'est du populisme. C'est du populisme, ben oui, bien sûr. La politique, c'est de voir loin. Voir loin, ça peut être difficile, ça peut être douloureux. C'est apporter une vision, entraîner les gens et prendre des décisions courageuses. Voilà, c'est ma vision de la politique. Bon. Pour le bien collectif, quand même, faut le rappeler, normalement. Bien sûr. Alors, question suivante, Gérard Dubois. Donc, c'est l'Académie de médecine qui nous parle. Gérard, tu peux mettre ta caméra et ouvrir ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je vais vous appeler Madame la Ministre parce que vous êtes passée dans la machine à laver terrifiante qu'est un ministère. Et il faut reconnaître ce courage dont vous avez témoigné. Je voudrais simplement indiquer que le rapport de santé publique de 1989 qui a donné la loi Evin contenait de ne plus rembourser l'homéopathie. Donc, vous voyez, parfois, il faut prendre le temps et je vous remercie d'avoir appliqué cette recommandation. Alors, vous êtes un exemple où, pour créer la confiance, il faut allier la compétence, vous l'avez, l'indépendance, la transparence et un certain courage. Et ce dont je voudrais parler, c'est notamment les problèmes avec la communication. Alors, l'exemple qui a pu être donné avec le vaccin grippal et les vaccins dans l'ensemble montre qu'il y a 10-15% de la population qui fait de la résistance et qu'on ne parvient pas réellement à atteindre, même s'il y a des petites variations. C'est pour ça que j'ai dit 10-15%. Il y a 40-50% qui acceptent ce qu'on leur dit, qui ont confiance, contrairement à ce qu'on peut dire. Et c'est un pool sur lequel on peut s'appuyer. Et il y a les 30-35% qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Ceux-là sont sensibles à ce qui peut être dit. Et c'est un point important que vous avez évoqué, c'est la communication, c'est la façon de parler. Et j'ai l'habitude de dire que sur les médias, il faut s'adresser à monsieur et madame Michu, ce qui n'est pas du tout une prétention ou un mépris, mais au contraire, un effort d'accessibilité. Nous avons un jargon entre nous et ce jargon ne passe pas. Et le ton doit être simple, il doit être clair, il doit être convaincant, il doit être empathique et surtout donner une logique. Je vais donner un exemple qui n'est peut-être pas le meilleur. Sur une chaîne de télévision, on me demande si le vaccin contre le Covid est dangereux. J'ai répondu, si la vaccination est dangereuse. Et j'ai répondu oui à la surprise générale. Et immédiatement, j'ai dit, le vaccin, lui, n'est pas dangereux. Mais pour vous vacciner, vous allez prendre votre voiture pour aller au centre de vaccination. C'est là où est le danger, c'est à l'aller et au retour au centre de vaccination. C'est une façon de donner un vécu du risque. Donc, il y a peut-être un risque vaccinal, mais il est négligeable à côté de prendre sa voiture et il faut utiliser des risques qui appartiennent à la vie publique. Alors, ce qui a changé, ce sont les réseaux sociaux, les 10-15% qui ont une façon de raisonner très particulière. Et à un moment, je les avais appelés les covidieux. Et j'ai arrêté. Très vite, j'ai cessé d'employer cette expression parce qu'ils ne sont pas idiots. Il y a des gens d'une très grande intelligence, vous les avez nommés, qui se sont retrouvés dans ce secteur et ce ne sont pas des idiots et c'est ce qui est surprenant. Mais ce qui a changé avec les réseaux sociaux, c'est que ces personnes dispersées
se sont regroupés à cause des algorithmes des réseaux sociaux et se sont retrouvés renforcés en communauté dans les égouts des réseaux sociaux. Ce sont des égouts, les réseaux sociaux. C'est pour ça que je n'appartiens à aucun d'entre eux. Bon, ce qui fait que je ne sais pas ce qu'on peut dire. Donc c'est cet ensemble qui fait qu'en termes de santé publique, il y a les savoirs et il y a l'action. Et les modalités d'action en santé publique ne sont pas toujours simples parce qu'ils rencontrent la politique, c'est ce que vous avez fait. À la fois, le milieu n'est pas simple et la façon d'opérer n'est pas simple non plus. En tous les cas, j'avais écrit un papier en 1994 qui décrivait ce qui se passerait si un virus grippal particulièrement dangereux apparaissait et il a décrit exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Il date de 1994, il est écrit, il est publié en anglais. Et en tous les cas, c'est pour ça que je vous appelle Madame la Ministre, parce que même si ce papier avait été écrit, je pourrais l'utiliser comme une alerte et dire « mais on n'a pas vu mon papier ». Je ne dis pas ça, parce que la réalité des choses, c'est que même dans les postes de responsabilité, on peut avoir des connaissances et être dans un ensemble où il est difficile de faire passer ce qui est nécessaire. Et de passer du savoir à l'action, le « et » est particulièrement important. Et j'ai encore le souvenir de grands scientifiques qui, il y a quelques décennies, c'est moins vrai aujourd'hui, disaient « est-ce que vraiment les scientifiques doivent participer à l'action ?» en disant « nous avons le savoir, nous le mettons devant le public, c'est à eux d'agir, nous restons notre tour d'ivoire et vous n'êtes pas restés dans votre terre d'ivoire et je vous en remercie. » Et de ce que j'ai entendu, je comprends tout à fait qu'il y a de quoi espérer. Merci en tous les cas de votre intervention. Merci, chers collègues. Je pense que vous avez raison de pointer. Il y a un écho. Je ne sais pas. Il y a un écho très fort. Gérard, il faut couper ton micro. Ça marche. Donc, je pense qu'il est très important de ne pas faire fi de la complexité dans un discours, même vis-à-vis de Madame Michu, comme vous dites, ou de Monsieur Michu d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans mon exercice professionnel parce que j'étais spécialiste de greffe de moelle. La greffe de moelle, c'est compliqué à expliquer, notamment la maladie du greffon contre l'autre. Une consultation pré-greffe, ça prenait 1h30 avec des dessins, etc. Et tout le monde était capable de comprendre. Tout le monde. Et donc, je suis absolument convaincue, en fait, que les gens sont intelligents. Il faut juste employer des mots qui ne bloquent pas, qui ne ferment pas par leur technicité, la capacité que les gens ont à écouter. Donc, vous avez raison, il faut savoir parler à n'importe qui, mais tout peut être expliqué. Absolument tout. Et c'est ça que souvent les communicants politiques ne comprennent pas. Ou alors plutôt que la façon dont on fait de la politique aujourd'hui, avec des petites phrases, il faut que ça tienne en un tweet, il faut que ça tienne en un bandeau sur LCI ou BFM, etc., fait qu'on simplifie tellement le discours qu'il est forcément faux. Je vous avoue que c'est très compliqué de faire de la politique quand on est un scientifique. Objectivement, je pense que c'est quasiment antinomique, mais bon, voilà, je me suis risquée à l'exercice en tous les cas pendant un moment. Et je pense aussi que ce que vous dites sur les niveaux de risque est très important. On n'explique pas suffisamment à quel point, en fait, dans la vie, on passe notre temps à faire des arbitrages sur des niveaux de risque. Et que c'est ça la décision, en fait. Qu'elle soit politique ou individuelle, une décision, c'est d'arbitrer entre des risques différents. Et ça, je pense que ça aussi, c'est une éducation qu'on devrait promouvoir. Voilà. Après, je pourrais parler des heures de la crise sanitaire, donc ce sera un autre. Alors, question suivante à Hélène. Hélène Espérou. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup Agnès pour ton exposé qui était vraiment très clair, très enrichissant et qui ouvre des perspectives avec notamment le think tank que vous voulez créer avec Mélanie Heard. Vraiment, merci. Puis merci aussi pour vraiment l'excellence du débat. Alors, je voulais juste revenir sur un petit point qui a été repris aussi sur l'amélioration de l'éducation scientifique des enfants et des adolescents qui, effectivement,
est vraiment très importante, à la fois sur la science, et j'ai vu dans les échanges que tu n'as peut-être pas eu le temps de lire en parallèle, que quelqu'un évoque aussi le fait aussi des études littéraires, parce qu'il faut aussi, l'humanité, c'est aussi important en médecine et pour comment dire, former la pensée scientifique. Mais alors il y a les enfants, il y a les adolescents, et je pensais aussi à l'essor de la recherche participative. Qui est actuellement un peu promu par un certain nombre d'institutions qui font de la recherche, notamment l'INSERM, puisque c'est quand même dont je fais encore partie, et qui est associer les participants aux recherches, que ce soit des recherches cliniques ou même des recherches plus fondamentales, au plus tôt possible, et pas uniquement en les faisant signer un consentement, mais dès la conception de la recherche, pour pouvoir comme ça faire mieux comprendre l'élaboration des connaissances. Et je pense que ça, c'est fait dans pas mal d'autres pays, notamment beaucoup au Canada. Et je pense qu'on a à s'inspirer de ces exemples pour continuer à faire davantage de recherche participative en France, parce que là aussi, ça permet, il me semble, de faire comprendre comment se construisent les connaissances et donc la science. Je ne sais pas ce que tu en penses. Un autre tout petit point pour rappeler que effectivement les institutions n'ont pas été courageuses pendant la crise. Néanmoins, l'INSERM, là aussi, pardon de le citer, a mis en place une cellule riposte avec 40 chercheurs et un canal détox pour essayer de détricoter les fausses informations. Ça a eu très très peu d'écho malheureusement, mais enfin c'était une petite tentative, je le reconnais, assez insuffisante. Voilà, qu'est-ce que tu penses pour la recherche participative? Merci beaucoup Hélène, je pense que ta question sur la recherche participative est très intéressante. En fait, je pense que c'est un outil d'appropriation des questionnements des chercheurs. Et donc de l'état de connaissance justement d'un fait. Et je pense que c'est effectivement très utile, ça devrait peut-être être plus développé, probablement aussi au-delà de la médecine, d'intégrer d'emblée dans la réflexion en amont des projets de recherche des citoyens qui essayent de comprendre l'état des connaissances et les questionnements des chercheurs, pourrait être un outil. Je ne sais pas aujourd'hui l'évaluer. Je pense qu'on reviendra vers toi dans le think tank avec Mélanie, parce que se pose la place des citoyens dans tout ça, évidemment. À la fois, moi, je pense que les citoyens que la science n'est pas un débat démocratique, c'est pas une confrontation d'opinions, et à la fois, il faut les intégrer à une décision ou à une réflexion. Donc, voilà, comment on intègre les chercheurs, les décideurs, les citoyens dans une décision partagée. Je pense que ça fait l'objet, c'est un des axes de réflexion du think tank sur la décision publique. Donc, c'est intéressant. Et puis, merci pour l'INSERM d'avoir fait cette cellule riposte. Je l'ai raté, mais voilà. Une fois, les pannes de temps, elle était un peu trop discrète, je pense. Ouais. Merci. Alors, question suivante. Vincent, tu peux mettre ta caméra. Oui. Bonjour Agnès, bon, merci. C'était évidemment, moi je trouve que c'est un projet absolument enthousiasmant. Je trouve ça très fort. Pour prolonger ce que disait Gérard, moi je pense que les 10 à 15% de méfiants, il faut les laisser tomber. L'énergie qu'on va dépenser pour avoir 0% ou 0,3% d'efficacité, ça ne sert à rien. Les 40% qui sont convaincus, cela, c'est pas peine de travailler. Je pense qu'il faut travailler sur les 25 à 30% d'indécis. La question que je me pose, que je te pose, c'est quel type d'argument ou quelle alliance entre le politique et la science peut être mise en place. On va parler de la vaccination, que je trouve tout à fait révélateur. Quand tu arrives au ministère, tu as réussi à imposer cette vaccination obligatoire dans un contexte extrêmement négatif. Pourtant, ça a marché et aujourd'hui, ce n'est plus discuté. Est-ce que, par exemple, expliquer que la vaccination a un risque individuel très fort, très faible mais très visible, que la vaccination a par contre un bénéfice collectif puissant mais invisible, est-ce que ce type d'argument, qui demande un petit peu de réflexion, pour être efficace pour les indécis, et sur les indécis, quelle interaction peut y avoir entre le politique et les scientifiques?
Parce que c'est eux, en fait, moi, je pense, sur lesquels il faut travailler. Le reste, on perd trop de temps et c'est pas d'énergie. Merci infiniment et puis bravo pour ce projet. Merci beaucoup, Vincent. Et merci pour la question. En fait, je pense que nous sommes dans une société profondément individualiste et donc l'argument du collectif, on le comprend rationnellement, on ne le comprend pas émotionnellement. Donc rationnellement, les gens l'intègrent, mais par rapport à la peur d'un vaccin ou la peur d'un effet secondaire pour un enfant, ça compte pas. On va jamais mettre en balance l'intérêt collectif avec la peur qu'on ait un enfant malade. Donc voilà, ça ne fonctionne absolument pas, mais c'est important quand même de le rappeler aussi que c'est une mesure de santé publique. Et d'ailleurs, le Conseil d'État l'a pris en compte lorsqu'il est revenu sur la vaccination obligatoire des soignants contre la grippe, c'était dans les années 2000, j'ai oublié la date. Le Conseil d'État a dit que le bénéfice individuel de la vaccination antigrippale était insuffisant pour obliger les soignants à se vacciner, et donc il n'a pas tenu compte non seulement de l'intérêt collectif, mais de l'intérêt déontologique d'un soignant qui est potentiellement capable de transmettre à son malade. Donc, on voit que la route est longue. Moi, je n'ai pas du tout raisonné comme ça. En fait, j'ai raisonné en me disant il y a quand même un vaccin qui n'est jamais contesté, c'est le DT polio. Le DT polio, il est obligatoire depuis des lustres, tout le monde le fait, personne ne s'inquiète. Et ça a été un de mes arguments, en me disant, mais peut-être en fait, si je rends les vaccins obligatoires, la confiance de ces indécis va revenir parce qu'ils vont se rendre compte qu'il ne se passe rien, en fait. Les enfants vont aller très bien, évidemment. Et donc, j'ai été assez persuadée de cet argument-là parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde avait peur de tous les vaccins sauf du DT polio. Parce que le DT polio, ça fait 40 ans qu'il est obligatoire et que, ben voilà, on a pris l'habitude. Et donc, j'ai misé sur l'habitude. Et la réalité, c'est que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que plus personne, pratiquement plus, sauf les 15% de réfractaires qui vont chercher des faux certificats chez des médecins voilà, qui acceptent de l'argent pour ça, bien, en dehors de ces 15% de réfractaires, tout le monde accepte la vaccination aujourd'hui sans sourciller et se rend compte qu'il ne se passe rien. J'avais assuré qu'il y aurait un suivi, qu'il y aurait une transparence, une conférence de presse tous les ans pour rendre compte des effets secondaires potentiels, etc. Et en réalité, au bout de 4 ans, tout le monde s'en fiche parce qu'il ne se passe plus rien et que voilà, et qu'on a juste une chute des méningites, de la rougeole. Enfin, voilà. Donc j'ai misé sur le fait qu'avec l'habitude, les gens auraient confiance. Juste une dernière question, et ton point de vue personnel sur la non-vaccination des professionnels de santé, notamment sur le Covid et aussi sur la grippe aujourd'hui? Et après, j'arrête. C'est un combat commun avec Vincent, ça. Ouais, je suis pas, contrairement à ce qu'on pense, je ne suis pas favorable à l'obligation vaccinale des adultes. Autant les enfants, je considère qu'on leur fait prendre un risque sans que les adultes assument leurs responsabilités en réalité, parce qu'un parent qui est anti-vax et qui ne vaccine pas son enfant, si l'enfant fait une méningite et qu'il meurt, ben, il n'aura pas de... Enfin, ne pourra pas se retourner contre ses parents, et même un enfant qui est amputé des 4 membres à la suite d'un purpura fulminans, comme on a vu pendant les Jeux paralympiques, c'était tous des gosses qui avaient eu des méningites quand même, eh bien, il ne se retourne pas contre sa famille. Et donc, je trouve que c'est une fausse responsabilité des parents, en fait, vis-à-vis du risque. Donc, je préfère que l'État assume cette responsabilité et donc que l'ONIAM indemnise en cas d'effet secondaire, etc. Voilà. Et ça, je trouve qu'il y a une logique de responsabilité. Chez l'adulte, je trouve ça moins clair et je trouve qu'on met le doigt dans un engrenage, là aussi, mais c'est peut-être ma vision un peu idyllique de l'éthique médicale, c'est qu'on n'oblige jamais personne à faire un geste médical. En fait, je pense que quel que soit le bien fondé, quelle que soit la justification, en réalité, fondamentalement, je pense que l'intégrité du corps, elle appartient à chacun. Et que commencer à dire que le vaccin, c'est vraiment formidable, c'est vrai pour la grippe et ça évite aux gens de mourir de la grippe dans les hôpitaux, c'est vrai, et qu'il faut obliger les gens à se vacciner, on sait où ça commence et on ne saura jamais où ça s'arrête. Donc voilà, c'est plus une question de principe. Merci Agnès. Dernière question, Frédéric Collet. Bon, et je reviens
je reviens parce que pour moi, excusez-moi, pour moi, et c'est là où je rejoins complètement le blog de Vincent sur la grippe la dernière fois, je pense que le seul argument pour la grippe, c'est de mettre les gens en responsabilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couverture fonctionnelle de leur hôpital s'ils passent la grippe à un patient et que le patient se retourne et la famille se retourne. Ça suffit. On leur dit, mais si vous n'êtes pas vacciné, que vous êtes attaqué parce que vous avez transmis la grippe, vous assumerez les conséquences. Voilà. Ça, pour moi, c'est un argument valable, plus que l'obligation vaccinale. Voilà. Donc, je suis complètement en phase avec Vincent Olivier là-dessus. Super. Frédéric, on ne t'entend pas très bien. Oui. Ouais. Voilà. Vous m'entendez mieux là? Ouais. Nettement. Merci beaucoup. C'est passionnant et ça rejoint une réflexion personnelle que j'ai sur le fait qu'il n'y a pas de démocratie sans éducation. Et ce que vous décrivez, ce parallèle que vous faites entre science et éducation, enfin science, éducation et démocratie est évident. J'ai une observation et une question. L'observation, c'est moi aussi j'ai vécu ce que ça peut être d'avoir été à un moment enfermé dans une espèce d'image impossible de celle d'un industriel. Et j'ai un souvenir d'une discussion avec l'un de vos lointains successeurs, il y en a quand même eu pas mal depuis que vous êtes parti, qui me disait oui, mais de toute façon, vous dites ça, mais vous portez cette casaque de l'industriel. Et je lui dis d'abord que je n'étais plus rien à l'époque, mais surtout qu'il m'arrivait de réfléchir par moi-même et qu'il m'arrivait moi aussi de me préoccuper de sujets qui étaient probablement les mêmes que lui. Et ça pose la question du discernement. Et je pense que on doit être tous assez vigilants et assez sensibles à cette question du discernement d'abord individuel avant d'aller questionner ce qui se fait à l'extérieur. Et je pense que cette vigilance, dans le contexte dans lequel on est, elle doit vraiment nous interroger. Elle doit vraiment nous interroger. Elle est exigeante, mais elle doit beaucoup nous interroger. Et la question que j'avais, c'est dans un moment où la science nous permet aussi de nous poser des questions radicales qui touchent à notre humanité, mais vraiment profondes. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier cette réflexion tout en l'associant à un débat démocratique? Je pense aux lois de bioéthique, je pense aux lois sur la fin de vie, sur lequel j'ai trouvé le débat démocratique d'une grande pauvreté, et j'ai trouvé que l'appel à la réflexion citoyenne était une bonne intention, mais je sens le citoyen très dépourvu face à ça. D'abord, très peu se sentent réellement concernés. Sont-ils équipés pour le faire? Je n'en sais rien. Comment est-ce que, face à des questions qui vont être de plus en plus importantes et qui vont concerner les fondamentaux de notre humanité, on peut les aborder en citoyen et de façon démocratique? C'est une question horriblement difficile, Monsieur Collet, parce que moi, je l'ai vécu pendant les débats sur la loi de bioéthique. Je ne vais pas parler de la fin de vie parce que je n'étais plus ministre, c'est pas moi qui ai animé la concertation citoyenne, etc. Donc, je ne sais pas ce qui a été dit, comment ça a été présenté. Mais c'est là où on a vraiment besoin de médiateurs au sens média informatif, qui acceptent de rentrer dans la complexité du sujet. Je peux vous dire que sur la loi de bioéthique, les sujets qui m'ont terrifiée, en termes de changement anthropologique, de changement de société, etc., c'était les sujets de génétique. Sur le diagnostic préimplantatoire, le diagnostic génétique chez la femme enceinte, enfin bon, il y avait énormément de questions de génétique qui se posaient. On les a travaillées à fond avec mon ministère, on a tiré le fil jusqu'au bout pour voir à quel point ça pouvait changer notre société, etc. Les médias ne m'ont parlé que de la PMA pour toutes, mais que de ça. C'était la seule chose. Ils voulaient un débat, ils voulaient les gens dans la rue comme pour le mariage pour tous ou je sais pas, ou l'avortement. Et moi je leur dis mais la PMA pour toutes, en fait c'est vraiment pas un sujet. En fait, les femmes elles savent faire des enfants avec un homme sans le prévenir si elles en ont envie. En fait, c'est juste pour sécuriser un processus que les femmes maîtrisent très très bien. Donc, comment faire un enfant même quand on n'a pas de conjoint. Et donc on sécurise des femmes face à un risque infectieux, on sécurise des hommes face à un risque de reconnaissance de paternité, et ça concernera quelques femmes, et ce n'est pas le sujet. Et vous n'avez entendu parler que de la PMA pour toutes. Voilà. Et or, la génétique est terrifiante quand vous tirez le fil, sauf que ça nécessite tellement d'attention, une telle complexité que personne n'a voulu y aller.
Et même les débats qui ont précédé la loi de bioéthique, qui étaient les débats, les états généraux de la bioéthique, qui ont eu lieu dans les régions, animés par le Conseil national consultatif d'éthique, ont parlé de tous les sujets, sauf la génétique. Et même au niveau du rapport fait par le CCNE, les membres même du CCNE m'ont dit que sur la génétique, il n'y a quasiment qu'une ou deux personnes qui ont écrit parce que c'était trop compliqué. Donc en fait, voilà, quand est-ce qu'on se confronte, qu'on se coltine à un travail de décryptage face à un sujet hyper complexe? Eh bien, il n'y a que des médias, et à mon avis des médias publics, ça devrait être leur rôle, d'oser aller sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, plus personne, ou pratiquement plus personne, ne le fait. C'est aussi une des difficultés qu'on a, et avec Mélanie Heur, on travaille là-dessus dans le think tank sur les journalistes scientifiques, comment faire en sorte voilà, de les valoriser, qu'ils aient une réelle expertise, qu'ils soient ce rôle de médiateur dans le débat public. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de médias d'opinion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez lire sur un sujet quelque chose dans Le Monde ou dans Le Figaro, vous savez que même sur un débat scientifique, vous n'allez pas avoir la même opinion. Or, on devrait nous rapporter des faits. Nous n'avons plus de médias factuels. Or, en science, c'est de ça dont nous avons besoin. Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est quand même frappant, c'est que quand on regarde l'émission de messages de santé publique faits par l'administration ou par les autorités sanitaires, en dehors du DGS urgent qui s'adresse aux professionnels, et qui est très bien fait d'ailleurs, je dois reconnaître qu'il a gagné vraiment en qualité depuis la crise de la Covid, beaucoup plus simple et facile à comprendre. Mais quand on regarde un certain nombre de publications, de recommandations, si on regarde le carnet vaccinal, si on regarde des choses comme ça, l'explication donnée par les autorités autour de tout ça est quasiment nulle. Et on a un problème. Santé publique France ne publie rien du tout, sauf des chiffres. Et donc, comment faire en sorte que ces autorités, je ne sais pas si elles le prennent comme étant éventuellement une zone de risque politique, mais comment faire en sorte que ces autorités qui ont un rôle absolument essentiel dans la structuration de l'organisation du système de soins et de la prise en charge des patients reprennent une parole qui soit une parole crédible, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette défiance, et surtout qui permette d'asseoir un certain nombre de choses pour passer à autre chose. Si je peux me permettre, le débat avec et sur l'IA qui est devant nous va être est un tsunami. Parce que je ne crois pas que nous soyons vraiment équipés pour le faire. Il va aller plus vite que nous. Alors, je parle de l'IA en sciences, hein, je parle de l'IA en santé. Si on revient juste à la médecine, parce que c'est déjà un champ en soi, mais vous avez raison, il y a l'IA, mais je peux vous dire que sur l'écologie, il y a aussi des débats intéressants, et l'énergie. Parce que je pense aujourd'hui vraiment qu'il faut réarmer ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire des contre-pouvoirs, et qui doivent assumer leur rôle pleinement. Donc, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait dans notre démocratie française. On est tous inquiets. Et je pense que, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à la Haute Autorité de Santé, qui est une agence scientifique indépendante, elle doit affirmer son rôle d'indépendance. Si elle ne le fait pas, elle perd tout le sens de sa mission, elle n'a plus de raison d'être. Et c'est vrai, alors les agences sanitaires, c'est plus compliqué, elles dépendent du ministère, donc elles sont limitées quand même par le politique. Mais la Haute Autorité de Santé ne l'est pas. Et les académies non plus. Donc c'est là où nous avons besoin de personnalités qui osent aller se confronter dans le débat public. Ça s'apprend et il faut se former à ça. Mais je pense que c'est un enjeu pour l'avenir de nommer des personnes en responsabilité qui osent aujourd'hui affronter la société telle qu'elle est. Eh bien, écoutez, Agnès, ça va être le mot de la fin de ce Café Nil. On essaie toujours de respecter les horaires. Vraiment, je crois que les commentaires sont unanimes. Vraiment, votre intervention a été remarquable. Ça fait partie des Cafés Nil que je trouve extrêmement enrichissants et
enthousiasmant. Il y a plein de choses à faire. Il faut se battre. Se battre dans le bon sens en plus. Se battre pour la science, c'est un beau combat. Votre projet de think tank est un remarquable projet. Et écoutez, vraiment merci d'être venu ce matin pour pouvoir nous parler de tout ça. Et merci de votre attention à tous. Merci pour vos questions. À très bientôt. À très bientôt. Merci Agnès, au revoir.